Golden Star, fier partenaire de KK Uncensored. Allez voir leur succursale. C'est lit ici. It's a good vibe. So, on vous attend tous. KK Uncensored, zéro censure, zéro filtre, un autre vendredi avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. On veut remercier Golden Star. Allez voir leur succursale. Ils ont un beach bar, ils ont de la chicha, ils ont de la bonne bouffe. Un bon vibe. Allez regarder un match de sport. Je sais que le hockey a recommencé, fait que allez vous amuser l'autre bord. On veut donner un shout-out aussi à Précision Barbershop. Si vous avez des événements, vous pouvez aller checker le barbershop. Allez voir Max, un très bon barber là-bas. Il va vous mettre bien. On va aussi remercier la boîte jaune pour nous mettre bien avec la bonne bouffe. Leurs lemon peppers sont dope. Leurs mac and cheese sont bonnes. Les frites sont bonnes. Tout est bon là-bas. So, allez manger à la boîte jaune, guys. It's really, really good. On continue le KK Uncensored Series. Donc, moi, je suis là, je fais mes recherches, j'essaie de pouvoir entendre. OK, c'est qui que tu penses que il y a une histoire de raconter pour pouvoir compléter justement l'histoire des dernières 40, 50 ans, justement, d'histoire de les rues de Montréal, la communauté, le climat sociopolitique. Et on m'a donné un nom que j'ai fait comme, hein, qui? Là, je dis, arrête, je l'ai côtoyé quand je commençais à l'expliquer quelque chose. Il était souvent là, impliqué, il était impliqué aussi dans beaucoup d'actions, je pourrais dire, d'activisme. Il a écrit un livre, quelqu'un de très impliqué, mais c'est vraiment, genre, je pourrais dire, sa biographie que je n'étais pas au courant. Donc, vous allez entendre une très grande histoire aujourd'hui. On a Jerry Alexandre avec nous. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ben oui, écoute, moi, ça me fait plaisir de t'avoir là parce que, comme je te dis, il y a des personnes, des fois, qui veulent vendre une histoire, tandis que toi, tu en as une. Même, tu en as une. Tu as même écrit, pas un livre, mais écrit 2 livres. Non, j'ai écrit 40 livres. 40 livres? Ouais. Moi, en tout cas, moi, j'étais au courant de 2 livres. Tu as écrit 40 livres? Ouais. Ou tu as tout le temps d'écrire 40 livres comme ça? Parce qu'en plus, c'est pas des petits livres, là, le bas, comme 400 pages. Le temps que j'ai commencé à écrire très tôt aussi. OK. J'ai commencé à écrire, j'avais comme quoi, 22 ans. OK. Puis j'écrivais comme un livre à chaque 3 mois. Wow. Ça se fait juste sortir comme ça. Ouais, parce que c'est simplement ça que je faisais. Wow. Tu avais beaucoup à t'exprimer, en fait. Exactement, oui. Il y a même un livre en Ténèbres des jeunes que j'ai écrit en 2 semaines. Wow. Mais je peux dire que je passais au moins 18 heures de temps par jour. Ah ouais, écrire, ouais. Wow. On va aller un peu dans ta biographie. Toi, tu es né en Haïti, c'est ça? Oui, je suis né en Haïti, à Port-au-Prince, en 72. OK. Janvier 72. Alors, un Capricorne. Les gens qui connaissent le Capricorne, l'attitude des Capricornes, on est un peu stubborn, tout. C'est ça, oui. OK. Ensuite, tu es venu ici à quel âge? Je suis venu ici à 15 ans. 15 ans, OK. À 15 ans, oui. Okay, fait que tu étais à l'école l'autre bord. OK, quand même. Hein? Oui. On va dire en Haïti, j'ai eu l'éducation, je peux pas dire, bon, je peux dire éducation d'élite. D'élite, hein? Oui, c'est ça, parce que mon père, ma mère voulaient que je devienne médecin et tout. Comme j'ai débuté de l'école à 3 ans, au kindergarten, chez Sabine, la fille de Madame Boisson, qui était très populaire. Après, je suis allé au petit séminaire Saint-Martial. OK. Puis, une formation comme très stricte. Il n'y avait pas d'amitié à l'extérieur. C'était comme si on restait à la maison. Ouais. Il aurait fallu qu'on s'assoie à table. Comme c'était l'apparence, surtout. Ah ouais? Ouais, l'apparence. Ah ouais, OK. Puis la raison pourquoi vous êtes né ici? Bon, je peux dire que mon père était, d'après l'histoire de mon père était un militant. Parce qu'il s'est battu avec des tontons macoutes, puis il s'est sauvé.
Oh. C'est comme ça qu'il est venu ici. J'avais comme 3 mois. Okay. J'ai une autre sœur qui est née après moi. Mon père il avait laissé ma mère enceinte et tout. Mais comme ils étaient jeunes, et puis la relation à distance, ça avait influencé beaucoup de choses. Ce qui fait que malgré l'éducation que j'ai eue, il y avait beaucoup de mouvements dans la famille. OK. Après, là, vous êtes venu ici. Après, je suis venu ici. Les mouvements que je parle, bon, ma mère et mon père, ils ne se sont pas mariés. Et ma mère était une femme, elle était très rebelle aussi. Une autre activiste, elle n'avait peur de rien. C'est elle qui m'a inculqué beaucoup des valeurs que j'exprime aujourd'hui. Et ça n'a pas fonctionné. Mon père s'est marié avec la mère de ma sœur, et mon petit frère aussi, qui sont nés ici. Puis quand je suis arrivé, bon, je pense que, pour être honnête, c'est à cause de nous que la relation était très difficile. Mais aussi de leur part, parce qu'il y avait des conditions qui n'ont pas été respectées. Comme, tu viens, tu m'aides avec mes enfants. Et, il y a beaucoup de négligence? Négligence et tout. Elle est venue, bon, elle ne voulait pas suivre le contrat et tout. Qui fait, on a dû attendre même 12 ans, je crois même 10 ans après. 10 ans après? Elle a décidé de signer le papier pour nous. Ah ouais? Ouais. Puis ça avait influencé la relation entre elle et mon père et tout. Et dès notre arrivée, mon père est resté à Montréal pendant comme 1 mois. Puis on était restés seuls. Puis bon, je peux dire, c'était un peu lent. Au début, ça a été bien, mais par la suite, je peux dire l'enfer. Vous habitez avec qui? J'ai habité avec ma soeur, puis sa mère et tout, puis la grand-mère. La grand-mère. Ouais. Puis c'est là que tu as dit que tu as vécu l'enfer. Oui, une expérience qui était très dure, des propos avancés qui étaient très difficiles à digérer. Je peux dire, j'étais élevé dans un milieu très heureux, puis 6 mois après avoir atterri ici. C'était l'enfer. Première expérience de suicide collectif. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On ne pouvait plus. Ma soeur et moi, on avait décidé de nous suicider ensemble. On était jeunes, on ne savait pas. Dans le temps, quand les gens sortaient d'Haïti, on leur donnait des antibiotiques, comme des pénicillines, puis des tétracyclines et tout, au cas où si on est malade. Et nous, on ne savait pas. On avait encore le sac. On a partagé ça ensemble. Vous en avez pris plein. Ouais. Je pense qu'on a eu, chaque personne a eu 25. 25? Ouais. On a avalé ça ensemble, puis on était dans la toilette, on est sortis, on pensait qu'on allait mourir, puis on riait de tout le monde. Personne ne savait rien. Quand ça n'a pas fonctionné, on se regardait, puis c'était comme waouh. Puis le trauma, c'était le début du traumatisme qui a chaviré ma vie. Fait que tu peux dire que ça, c'est littéralement le tournant pour toi et ta sœur sur ton profil, genre, après, comment la tournure de ta vie. Exactement, ouais. Mais est-ce que tu en avais parlé avec quelqu'un, un peu genre la relation que tu avais avec justement cette madame-là? Oui, à l'école. C'est une bonne occasion aussi parce que je vois qu'il y a des gens qui parlent de la DPJ. Oui, parce que à l'école, on a eu la chance de parler avec des gens et tout. Puis, on est resté très peu de temps. Puis, ils nous ont enlevés. Ils nous ont placés dans une famille d'accueil. Ah ouais? C'est comme ça, c'est de cette manière-là que j'ai passé un peu de temps à Montréal. Non, il y avait une famille d'accueil juste en arrière, la mairie et tout. Je suis resté là. Et pendant que je suis resté dans le coin, c'est là que j'ai rencontré tous les jeunes à Montréal-Nord qui habitaient
aux alentours de Calixa-la Vallée. OK. Puis durant l'été, on jouait au billes, tout ça. C'était comme un milieu très agréable. Je me suis retrouvé. Avec d'autres jeunes qui te ressemblaient aussi. Exactement, ouais. À l'époque, on parle de Montréal-Nord, il n'y avait pas de délinquance. Non. Comme on parle de la délinquance aujourd'hui. Ouais. On parle de quelle année, là, environ? On parle de fin 87. 87, OK. 88. Okay. Il y a la... comment on pourrait dire ça? Il n'y avait pas encore de gang comme ça. Non, pas du tout. C'était des pretty boys. Des pretty boys qui appliquaient comme des prep. Ouais, on était tous des prep. Des prep, OK. Exactement. C'est quelques années après, j'ai laissé le milieu. Je suis allé dans une famille d'accueil haïtienne. OK, à Montréal, c'était chez des Québécois. Oui, c'est ça. OK. À Ville-Saint-Laurent. OK. Et on va dire 1 an ou 1 an et demi après, c'est là que j'ai remarqué qu'il y a eu le changement drastique. Que l'attitude, les gars sont devenus un peu plus grands. Ils se sont commencé à se tenir avec d'autres qui étaient plus vieux, qui les ont influencés vers d'autres activités. Fait que tu parles de tes amis qui t'avaient fait à Calixa, que quand tu les as revus, c'était plus les mêmes jeunes. C'était plus les mêmes. Mais c'était encore tes amis. On était toujours amis, mais on ne se tenait plus ensemble. Non. Je les regardais à distance parce que j'ai beaucoup de réserves à cause de mes parents aussi. On va dire les valeurs que j'étais inculquées à la maison et tout. Ça fait que j'avais toujours... Tu n'étais pas influençable comme ça. Je n'avais pas le besoin. Parce que quelqu'un qui va faire partie d'un groupe, d'un gang et tout, je pense que c'est une personne qui a un problème de... Sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance et aussi une dépendance émotionnelle. C'est ça. Quelqu'un comme moi... Il recherche quelqu'un. Je suis toujours seul, je suis confortable seul. Puis j'ai vécu seul, j'ai vécu tous ces moments-là tout seul. J'avais pas besoin de protection de personne et tout. J'étais capable de m'assumer. Et non, j'avais plus besoin. Oui, c'était bien, je les connaissais, qui fait que, bon, il y a quelques gars qui m'ont attaqué. Et ça m'a permis aussi d'avoir plus d'assurance de riposter tout seul. Et j'avais pas peur de me battre avec eux. Parce que, bon, quand homme, là, ça ici, des combats de 45 minutes, on sort avec la bouche. C'est ça, dans le temps, moi, je vois que vous étiez des boxeurs. Bouche pétée, déchirée. Il y avait tout cela, mais... Ah ouais. Puis c'était pas encore l'époque où est-ce que c'était comme piou encore, là. Ça non, pas du tout, pas du tout. Il existait quand même une certaine synergie, une certaine harmonie. La raison pour laquelle on va dire P9, Montréal-Nord, c'était un endroit qui était, pas comme aujourd'hui, c'était un endroit qui était habité quand même par beaucoup de Québécois. On était obligé d'affronter les skinheads, les punk rockers et tout. Notre combat était contre les autres. On sortait de chez nous, c'était toujours « chocolat, chocolat !» Ouais, comme... Le mot en haine n'était pas trop utilisé, mais c'était le mot chocolat. Ah ouais, hein? Ouais, on se faisait appeler chocolat sans arrêt. Là. Ah ouais? Ouais. Fait que, tu sais, le conflit, je pensais, haïtien, c'était pas là. C'était vraiment, on se battait contre le racisme. Pas encore. Okay. Pas encore. C'était contre le racisme. Les choses ont détérioré vers les années 89. Un peu comme Ronnie D disait quand il y avait eu la montée Bélanger-Masturbi, c'est là le premier conflit, tu veux dire? Oui. Selon l'histoire, parce que c'est selon l'histoire qu'on est en train de voir. Si on fait la chronologie des entrevues, je vois, c'est vraiment pour dire
Bélanger-Massebi, c'était pour dire la première confrontation haïtien-haïtien, parce que oui, il y avait eu des confrontations, il y avait une... Mais c'était plus présent avec les Dynamite. Dynamite. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est une autre approche, ça. Dynamite Bélanger. C'était plus présent Bélanger contre Dynamite conflit, que... Oui. Ça, j'ai pas entendu ça m'intéresse. Le conflit Bélanger, Dynamite, c'était plus présent. Mais Montréal, le Master B... Master B, les gars étaient un peu plus jeunes. OK. Ouais. Dynamite, c'était des gars ces gars-là étaient un peu plus vieux que nous. À peu près la même Ils étaient plus vieux que nous, parce que moi, je les regardais pas comme des modèles, mais pas avec admiration. J'étais fasciné par eux. Pourquoi? Parce que, je peux dire, après l'école, j'allais à l'école. Au début, j'allais à l'école sur P9 et Moncelet. Puis, c'était des gars je peux dire, des jeunes qui étaient ici beaucoup plus longtemps que moi. Puis, moi, un Just Come, je venais d'arriver. Ouais, exactement. Je regardais tout le monde et tout. Je le regardais avec stupéfaction, pas avec admiration. Puis, j'ai vu leur évolution, tout, parce que dans le coin où j'habitais, derrière, c'est juste à côté de Jarry P9, il y avait comme une place où les gens allaient jouer au billard. Puis je les regardais toujours comme j'étais là, mais du fait que chez moi, il y avait des activistes, la méchanceté qu'ils faisaient aux autres, je ne pouvais pas tolérer ça. Ah ouais? Parce que j'avais des amis aussi qui venaient de El Salvador, puis des Vietnamiens et tout. Parce qu'on était dans une école d'adaptation, une école d'accueil. Alors, on était toujours ensemble, on allait chez l'un à l'autre, puis je mangeais du tortillas et tout. Puis quand j'ai vu le conflit entre eux et les Espagnols et tout, ça me dérangeait beaucoup. Et pourquoi ils arrivaient puis ils les attaquaient? Bon, quand Colors, le film Colors a beaucoup influencé l'attitude. C'est ça, je dis. C'est une culture qui s'est installée avec ce film. Exactement, parce que les Espagnols s'habillaient comme les gars d'L.A. Puis les Haïtiens qui avaient des conflits avec les skinheads puis les punk rockers, c'était un combat qui était déjà là. Puis ils voient les Espagnols qui venaient s'imposer, mais ils étaient comme très minimes. Mais les Espagnols, ils se mettaient avec qui? Les Espagnols étaient seuls. OK, ils n'étaient pas associés avec nous, ils étaient leur propre. Ils ont essayé de prendre leur place, mais ils étaient seuls. Puis l'événement qui m'a marqué et qui a marqué l'environnement aussi, je me rappelle un jour, il y avait lui, c'était un beau gosse et un pretty boy mais avec sa chemise attachée jusqu'au cou. Très LA, la SA. Exactement. Et ce bonhomme portait des Pumas. À l'époque, chemise attachée comme ça, Puma, qui veut dire... Il a pris l'identité. Puis, je peux pas me rappeler exactement qui, mais j'étais pas trop loin. Les gars, il y avait des skinheads qui venaient autour de l'école, qui faisaient des choses. Les gars étaient énervés. Puis, pendant que lui, il marchait, c'est le premier taxage que j'avais vu. Il y a quelqu'un qui a balayé ses pieds dans les airs, les Pumas étaient disparus. Ah ouais. Waouh! C'est quelque chose qu'on voit dans un film de ninja. Ouais. Ah ouais. Ouais. Puis ça a créé une tension. Mes amis espagnols, comme ils me connaissaient, ils étaient cool avec moi. Ils se plaignaient toujours, mais il y avait comme les Haïtiens qui avaient, honnêtement, ils avaient marre de se faire appeler chocolat. Parce qu'après l'école, les skinheads, ils venaient avec des bâtons de baseball, avec des chaînes. C'est ça, parce que nous, on n'était pas violents. C'est la violence qui a été faite envers nous. C'était une réponse à faire. Qui méritait une bonne réponse. Parce que ce n'était pas possible.
par exemple, le moment qui m'a rentré dans ce combat, ma sœur, avec mon frère, je les amenais au parc Jean-Rivard. Je traversais la rue, puis il y avait 3 jeunes blancs québécois qui jouaient au hockey. Ils nous ont vus, ils ont dit « Hey, on ne veut pas le... » Ça, j'avais entendu. Le mot haine, on ne veut pas ça ici. Puis, j'avais un peu... J'étais craintif de mes parents. Puis, j'ai vu ma sœur, elle avait peur, elle est partie en courant. Elle a failli se faire frapper par un auto. Puis, il y a quelque chose qui me rongeait. J'étais resté debout, je les regardais. J'avais envie de riposter, mais je suis resté calme. Parce que je suis allé à la maison, j'ai dit ça à tout le monde. Mais ils ont ramassé de la boue, la boue sale avec des choses à l'intérieur. Ils ont essayé de mettre ça dans ma bouche. Je suis resté comme ça, j'ai résisté. Je n'ai pas permis cette expérience, mais le fait de oser, puis je les regardais, j'étais là, oh non, 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 plus jamais. Puis quand je suis allé à la maison, j'ai parlé à ma belle-mère. Ma belle-mère était énervée, elle était sortie, tout ça. Les mères haïtiennes, d'accord. Elle avait pris le combat pour elle, mais on n'avait vu personne. Puis je pense que ça a été le moment où il y a eu comme une certaine désobéissance. Parce que quelques temps après, les gars ont mangé une volée. On va dire ça mais comme je suis sorti avec sa sœur. J'étais comme ça. OK, fait que t'as calé les nègres. Ouais. Et t'as sorti avec... Ben oui. Shout out. On appelle ça de la réparation, mes amis. Puis... J'étais calé et j'ai pris ta soeur. Ça, on pourrait le faire là. Ah, monsieur juste été, man. Il ne pouvait rien faire. Puis, une autre fois, pour rentrer dans ça, je vais continuer les choses à l'école. Il y avait un qui m'avait appelé en chocolat, il m'ennuyait et tout. J'étais énervé, j'ai enlevé mes souliers comme mes mains sont blanches et tout. En dessous de mes pieds sont... Puis j'ai dit, mais tu m'appelles tous ces noms-là, regarde ta couleur, en dessous de mon pied. Puis j'ai fait comme ça, j'ai essuyé par terre. Il dit, c'est là que je porte ta couleur. Ah, il m'a couru après. Oh, ouais, je suis rentré à la maison, mais par la suite, j'ai décidé, j'ai dit non, je ne cours plus. Je suis resté là, puis j'ai dit, OK, bon, ça que fait les fêtes. Et puis après cette expérience, l'école ouverte. C'est fou à quel point que c'était tellement intense dans ces coins-là aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, je regarde ça, puis comment c'était même possible dans ces coins-là où est-ce que tu vois comme tellement d'immigrants aujourd'hui que t'es comme, il y avait autant des affaires aussi racistes que ça, c'est fou. Oui, parce que ce qui arrive, la nouvelle génération prend tout pour acquis. Ils ont oublié, Ils ont oublié, parce que eux, mais on va dire que les Québécois aussi, à l'arrivée des immigrants, il y en a beaucoup qui ont laissé le milieu, puis ils sont rendus en banlieue, comme Trois-Rivières et tout. Alors, ils ont abandonné Montréal, comme ici, ce coin-ci, pour les immigrants. On ne veut pas rester avec eux. On veut pas Exactement. Puis ils se sont rendus comme beaucoup plus dans le coin, éloignés de Pointe-aux-Trembles, puis tout cela. Ça fait que les jeunes qui grandissent maintenant, ils ne voient pas le conflit. Mais ils vivent le conflit d'une manière institutionnelle. Ouais, au niveau systémique. Exactement. Et il y avait l'école ici, puis je m'en rappelle, durant cette même période de combat, il y avait un gros punk rocker là. Je pense que le gars était presque 6 pieds. Il était gros. Puis lui, il avait vu personne d'autre pour insulter. Il s'est pris à moi. Of course. J'ai calé, man. Ah ouais? Oh, ça m'a donné le respect du quartier. Ah ouais? Hein? Bah, oh, il pensait qu'il était gros et grand. Qu'il allait t'intimider au foot de Calais. Qu'il allait m'intimider. Je viens d'Haïti, j'ai eu la chance de faire des arts martiaux et tout. Je me suis battu avec le gars, mais je l'ai fatigué. À chaque coup de poing, là, je courais. Lui, il ne pouvait pas courir après moi. Jab, courir, jab, courir, jab, courir. Parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'était de me flanquer un coup de poing. Puis
je ne lui ai pas donné la chance. C'est fou, ça. Ouais. Puis par la suite, c'est un combat qui a duré pendant 45 minutes. Ouais, c'est quand même... Je l'ai battu en courant. 45 minutes, c'est beaucoup. Ouais, oui. À chaque fois qu'il courait, après avoir été fatigué, je courais. Puis par la suite, on était devenus amis aussi. Mais c'est quoi la position des punks? Parce qu'il y a les skins. Ouais. Mais les punks, je me suis toujours demandé, est-ce qu'ils étaient comme affiliés avec les skins, contre les skins? Parce qu'à un moment donné, j'ai vu une vague de punks qui étaient comme... Ouais, ils étaient comme, moi, on est pas dans avec eux, puis aller les battre. C'est ça que Mais après, à un moment donné, je vois comme une bande de punks, mais qui sont très racistes. C'est pour ça que j'ai jamais comme vraiment compris leur position clairement. Je pense que c'était la position générale. La position générale de tout le monde, c'était tout le monde contre les Noirs. C'était tout. Et à Louis Joe, il y a eu aussi beaucoup de conflits à Louis Joe. Entre les Noirs, puis les punks, puis les skinheads. Il y avait beaucoup de skinheads ici. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont déménagé. Il y avait beaucoup. Mais pour toi, les skins sont rendus où maintenant? Dans le système. Ils sont renouvelés dans le système. Dans le système. Parce que ils ont changé d'uniforme. C'est comme s'ils sont comme... Ils sont là de fin 70, 80, puis après, on dirait début 90, puis 90, tu les vois plus. Mais c'est parce que aussi, on va dire, ce n'est plus aussi populaire que c'était avant. Puis ils se faisaient caler aussi. Oui, il y avait ça, mais pendant qu'eux, ils partaient, il y avait beaucoup de skins aussi dans le coin de Saint-Henri. Saint-Henri, OK. Ouais. Westmount, Saint-Henri. On se faisait attaquer quand j'ai laissé le bout à Montréal-Nord, sur la ville Saint-Laurent, puis je me tenais partout, à Vendôme et métro Saint-Henri, j'étais avec des amis. On se faisait courir après par les skins. Ouais. Ils étaient très, 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 très dangereux. Parce qu'il y en avait beaucoup plus à Saint-Henri qu'à Montréal, tu sais? Exactement. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Pourquoi on sous-estime le nombre des skins au Québec? Puis c'est comme si c'est une histoire qui n'a jamais existé. Parce que des fois, je fais des débats avec des personnes qui sont contre les termes racistes systémiques, qui veulent promouvoir le racisme anti-blanc, tout ça. Mais quand tu les parles, OK, mais parlez-nous des skins. C'est comme, mais on n'est pas au courant de ça. Fait que vous êtes au courant de tellement de choses dans l'histoire du Québec, mais l'époque des skins qui a duré comme une décennie, clairement, vous êtes aucunement au courant de ça. Oui, parce qu'eux, ils avaient leur club aussi. Quand nous, on allait au 13e siècle, on rencontrait les skins partout. Puis eux, ils n'étaient pas confortables. C'était comme retourner chez vous, tout ça. Parce qu'il y avait une chose aussi dans notre culture. C'est ça notre point fort. Et c'était ça aussi notre faiblesse. Parce que nous, même en Haïti, on n'a pas eu l'expérience de la délinquance effrénée, de la manière qu'on voyait dans les ghettos aux États-Unis et tout. On était plus en réservé. On était des enfants plus obéissants, c'était l'éducation. On pensait beaucoup plus à l'école puis la réussite. La réussite scolaire et la réussite professionnelle. Et aussi, on avait beaucoup ceux de nous qui venaient d'Haïti, on avait beaucoup de respect pour les plus vieux. Oui, l'éducation. Exactement. Même si on faisait quelque chose, dès qu'il y avait une personne qui était plus vieille, on agissait autrement. On agissait avec beaucoup de respect et tout, parce que on faisait des choses, mais le bien paraître de la société, parce que on ne voulait pas humilier nos parents, quand, par exemple, quand ils vont à quelque part, puis les gens disent « Ah, mais ton fils est un vagabond », tout. On ne voulait pas l'étiquette. Non. Les choses ont dégénéré dans les années, on va dire, 90 et tout, puis les choses ont commencé à changer. Je ne sais pas pour ce coin-ci, mais quand je suis arrivé, non, même à Ville-Saint-Laurent,
Il y avait quoi à Ville-Saint-Laurent? À Ville-Saint-Laurent, c'était des... On était plus des danseurs. Il n'y avait pas de clic à Ville-Saint-Laurent? Non, c'était contrôlé mais par le clic qu'il y avait, c'était des danseurs. OK. Ouais, c'était comme... On aimait Big Daddy Kane, puis avec les cheveux comme... Le high top, le fade, ouais. ouais. Exactement. C'était plus des pretty boys. Des pretty boys, OK. Là, ouais. Exactement, ouais, c'est ça. On va retourner sur l'impact du film Colors, parce qu'on avait parlé un peu de ça et tout. Ouais. Comment ça a changé un peu la culture? Puis Colors, c'est sorti à quelle année? Je ne me rappelle pas exactement. Début 90, 91, Ouais. 92, OK. Non, mais non, pas du tout. 89? J'étais plus ici. C'est quelle année environ? 88, 80. 94? Parce qu'à Benjamin, j'étais là en 87. OK. Quand c'est arrivé, c'était en 87. OK. L'affaire du Puma, c'était en 87. Alors, c'est dans ces alentours-là, OK. Exactement. Puis ce film-là, il y avait Crawlers, puis il y avait aussi NWA, Eazy-E. Il y a cet impact. Puis par la suite, Dynamite s'est changé pour Public Enemy avec l'arrivée de Public Enemy Flavor Flav. OK, attends. Là, il faut que tu répètes ça parce que là, c'est des choses qu'on n'a pas entendues. Fait que Dynamite est devenu Public Enemy? Exactement. Fait dans le fond, quand le monde parle de Public Enemy, il parle de Dynamite. En quelque sorte. Ouais. OK. Moi, je pensais que c'était deux clics, Dynamite et Public Enemy. C'était le même gars. Arrête donc niaiser. Quelqu'un en censure, mesdames et messieurs. Fait que Dynamite est devenu Public Enemy à cause du groupe Public Enemy. Oui, parce que quand Public Enemy est arrivé, l'attitude et tout, c'était une autre c'est comme une forme d'affirmation. Affirmation de blackness. Exactement, oui. C'était comme... il y avait plus d'autorité et tout. Mais, exactement, oui, c'était ça. Mais aussi, on va dire... il y avait commencé à avoir beaucoup de changements aussi, de changements d'attitude avec l'arrivée des plus grands parmi les plus jeunes. Tu as commencé à les influencer. À les influencer, oui. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes intérêts. C'est ce que tu en parles. On va dire les plus grands à l'époque, le pimping n'était pas vraiment une chose très populaire. C'était les femmes qui offraient aux gars qu'elles allaient danser pour leur donner de l'argent. Ah ouais? Oui. Check a bye. Ouais, check a uncensored. Parce que les femmes étaient fascinées par les gars qui étaient comme les plus tough. Fait que c'est eux qui étaient comme moi je suis down. Fait que oui, il y avait le côté, ils recrutaient, mais il y avait beaucoup qui s'offraient aussi à ça. Non, parce que c'était plus... tout le monde... Les gars que je regardais, je voyais, ils étaient plus subtils. Il n'y avait pas d'affirmation. Comme aujourd'hui, on va voir l'autre qui est là, comme il est en train de se montrer. Non, pas du tout. Il aurait fallu connaître quelqu'un pour voir comme ceux les plus grands, on les connaissait. Tout le monde connaissait tout le monde. Ça parlait beaucoup. Tu vois, ça parlait beaucoup. Et surtout dans les clubs, parce que nous, les jeunes, on allait au 13e ciel. C'est ça, le 13e ciel. Il y avait ici aussi, ça avait commencé 42e. 42e, OK. Ouais. Mais on parlait beaucoup parce que, on va dire, du fait qu'il n'y avait pas de violence parmi nous, on allait au 13e ciel. Après le 13e ciel, on allait se tenir au Harvard sur Lacordaire et Henri Bourassa. C'est comme on allait manger, puis tout. Notre but était de rencontrer des petites filles. Il n'y avait pas de bagarre. Non. Les choses ont changé après. Mais fait, quand tu dis, parce que Ronnie D avait parlé de ça justement dans son entrevue, qui dit que les plus vieux, ils ont commencé à prendre les petits jeunes pour maintenant les influencer, à les mettre dans des trucs qu'ils étaient comme pas bons, puis que même eux, ils n'avaient pas l'esprit dirigé là-dedans, mais ils les ont tordu l'esprit pour ça. Exactement, oui, c'est ça. Parce que moi, j'en ai beaucoup vu. Comme je suis toujours seul, tranquille,
un peu timide aussi. Parce que je regarde les gars, puis si je vois que tu es une personne, si je parle avec toi, peut-être ça peut terminer en conflit. Je restais loin de tous ces gens-là. Parce que je voulais pas avoir trop de conflits. Comme, ce n'était pas ça vraiment mon but. Mais j'avais pas peur. J'assumais ma présence. Mais en même temps, comme c'était pas pour moi une situation qui influençait ma personne. J'étais plus du côté de l'activiste. Activiste, ouais. Exactement. Je défendais beaucoup les plus faibles. Les plus faibles, ouais. S'il y avait une personne qui n'était pas capable de se défendre, puis je voyais d'autres le maltraiter, non, c'était mon combat. Puis j'adorais ça parce qu'après, je me sentais... tu te sentais Superman. C'est moi, Jerry, là, qui vient, puis j'ai changé la donne. Il y avait eu une situation dans l'autobus où tu me disais que je pense que c'était le Dynamite qui t'avait confronté, je pense. Qui essayait de te voler ou quelque chose. Oh, non, c'était dans la cour de l'école. La cour d'école, OK. Ouais. Première expérience, j'ai survécu. Puis là, j'ai dit, waouh. J'ai pas survécu toutes les fois, mais j'ai survécu cette fois-ci. Première expérience, j'ai survécu parce que les gars avaient fait une descente à l'école, puis tout. Puis c'était, je pense que c'est la même journée qu'ils avaient pris les poumons. Ah ouais, ils ont tout dit, tout là, puis, on va tout prendre. J'étais comme ça, je regardais, puis le gars est arrivé, man, il m'a vu, il m'a dit, waouh, t'as une belle montre, laisse-moi voir. Puis il a dit, il voulait l'enlever, j'ai dit, non, man, c'est mon père qui m'a acheté ça, man, ça sort pas. Puis, je sais pas s'il y a eu quelque chose d'autre qui a pris son attention. J'ai résisté, puis il m'a laissé tranquille. Je me suis dit, ah bon, ok. Là, je suis monté dans l'autobus, je les ai vus. Hey. Pourquoi avoir peur? Parce que je peux résister à ces gars-là. Mais je sais plusieurs fois, ceux entre eux qui étaient... On peut voir que ceux entre eux qui étaient les plus méchants, il y avait toujours comme une ligne qu'il ne fallait pas traverser. On se regardait, ils me méfiaient de moi, ils savaient que j'avais pas peur. T'étais un petit fou, là. Oui, mais c'est comme on se regardait, c'est comme si il faut faire attention parce que ça peut aller très loin. Fait on dirait, toi, de la définition, on dirait que, tu sais, on dirait que t'étais un goon. Est-ce que tu veux dire que c'était ça, back then, t'étais un goon un peu? Parce qu'un goon, c'est quelqu'un qui est tout seul, puis c'est comme si gars au bagaille, moi j'arrivais, puis gars action, c'est une gars action, mais c'est plus comme ça, je vois un goon. C'est aussi une affaire, ben c'est quoi qui se passe, boum. Je disais jamais non. Mais c'est ça, t'étais un goon. Ouais, je disais jamais non, comme au moment de l'action, j'étais toujours là. Ouais. Mais je faisais tout pour éviter. Parce que tu provoquais jamais. Je ne provoquais jamais. Mais aussi, je n'avais pas le luxe. Imagine, je sors d'Haïti, j'étais seul, je n'avais pas de parents ici pour m'orienter. Depuis à l'âge de 15 ans, j'ai pris l'autorité de m'orienter vers la personne que je suis aujourd'hui. Puis, de faire des erreurs inutiles, je n'avais pas ce luxe. Non. Et ça m'a permis de créer des stratégies de survie, mais en même temps, comme je vivais aussi une dépression. Dépression, c'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, quand je pense, je dis, mais non, je n'étais pas tough. Peut-être je voulais simplement mourir. Tu cherchais toujours des situations pour affronter tes limites, peut-être? Je ne cherchais pas, mais dès que l'occasion arrivait, tu vas le tester. J'étais là, ouais. Ah ouais. J'allais jusqu'au bout. C'est ça qu'on m'a dit, actually. C'est ça. Ça, une personne m'a dit spécifiquement. Elle a dit, oh, parle avec Jerry. Jerry, là, c'est pas le même Jerry d'avant. Ce patinet-là, là, tu le croisais. S'il fallait que tu te battes avec, tu vas te battre avec. Oui. J'étais comme, ah ouais, tout ça. Ce gars-là était un dur à cuire. Parce que il aurait fallu me protéger. Puis quand j'ai vu l'évolution des choses,
je me suis dit, bon, si je laisse faire, peut-être je vais me faire abuser comme tout le monde d'autre. C'est ça. Et je reste dans mon coin. Et aussi, je faisais attention avec qui je me tenais. Tu tenais, parce que si je vois, je ne voulais jamais être dans un groupe. Les affaires de groupe, non, j'étais toujours solo. J'étais plus comme pretty boy, posé, puis me faire regarder par les filles au lieu d'aller chercher des troubles avec les gars. Parce que quand les choses ont éclaté, c'est comme s'il y avait comme un carnaval de violence. Quand tu faisais les choses qui ont éclaté, qu'est-ce que tu faisais pendant? Comme après, chaque révolution a besoin d'un leader. Nous, on a fait une révolution contre l'abus social et racial. Alors, ça s'est calmé. Mais du fait que ce combat-là était terminé, là, maintenant, les gars s'ennuyaient. On fait quoi maintenant? Exactement. On a battu le racisme de rue. Maintenant, on a organisé, nous, besoin COB. L'explosion de la violence. L'explosion de la violence, c'est là. Exactement. Alors, on va dire que Anjou, Family, Montréal-Nord, Master B, P9, Public Enemy. Puis c'était très tard après, j'avais entendu parler de CDP, qu'il y a eu ce nom-là. CDP avant. Exactement. Et puis, il y avait des gars de partout. Puis là, maintenant, c'est quoi? Ils s'ennuyaient. Ils s'en prenaient contre eux-mêmes. Puis là, moi, j'étais là, je les regardais. Non, parce que je ne me retrouvais plus. Non. Et en plus du fait que j'avais déménagé de ce milieu, j'étais dans l'Ouest. Tu étais rendu à Ville-Saint-Laurent? Dans l'Ouest, c'était comme... J'arrive dans l'Ouest, c'était encore le début de notre combat. Quand tu dis dans l'Ouest, là, tu parles de... Ville-Saint-Laurent. Ville-Saint-Laurent. Ouais, Ville-Saint-Laurent. Mais tu es déménagé à Ville-Saint-Laurent vers quel âge? T'avais quel âge? J'avais 16 ans. T'avais 16 ans, OK. Ouais. On va aller dans la période où est-ce que... Parce que là, c'est quand même assez particulier parce que tu nous donnes des détails qu'on n'a pas entendus. Parce que nous, quand on parlait du conflit Bélanger-Master B, moi, je pensais que c'était beaucoup plus ça qu'on était plus focusé, mais tu dis, autant ils étaient en conflit avec Dynamite à la même époque ou c'est après? Parce que moi, j'étais pas au courant que c'était comme Bélanger puis Dynamite, c'était quand même assez intense aussi. Oui, c'était très intense. Est-ce qu'on dirait que les deux, ils avaient à peu près la même attitude? Genre, comme j'arrive, ils peuvent te stick up. À un tel point, ils ont failli s'entretuer. Ah ouais, hein? Ouais. À ce niveau-là? Ouais, à ce niveau-là, ouais. Ils ont failli s'entretuer et tout. Comme il y a eu mais c'était surtout pour la même chose. Le contrôle des femmes. Le contrôle des femmes. Ouais. Toujours une question de femmes, les gars. Exact. Toujours. Parce que c'est de la jalousie, c'est comme qui est plus macho et tout. Comme les combats que j'ai vus, c'était des combats enfantins. Mais les gars de Montréal-Nord, ils étaient chanceux. Ils se tenaient avec les deux plus belles jeunes filles de la ville. Ah ouais? Ah ouais? Tout le monde là. Ah ouais, Montréal-Nord, ils avaient deux dime piece comme ça. Deux dime piece là, comme si c'était... Moi, je te dis... Les autres, je ne voyais pas avec qui ils se tenaient. Mais dans le Nord... Dans le Nord, il y avait deux femmes, jusqu'à aujourd'hui, là... Ils sont terribles. Je ne vois pas d'autres filles qui peuvent les remplacer. Ouais, ils ont même bien vieilli, là. Ah ouais. Non, ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. Mais ces jeunes femmes-là étaient tellement jolies. C'est comme Miss L.A. qu'on parle avec ses maquillages et tout. Ah ouais? Ouais. Puis, mais elles étaient comme... C'était quoi? C'était des sœurs ou juste des amies? Des amies.
Puis est-ce qu'il y avait des personnes de d'autres l'aile qui descendaient juste pour venir les checker? Oh, tout le monde voulait cette femme. Tout le monde. Eux, ils avaient comme le privilège de contrôler partout avec ces femmes-là. Ah ouais. Parce que tout le monde était fasciné. C'est qu'eux, ils marchent avec eux, ils savent que c'est comme c'est ça, qui ouais. bosse. Ah, Yeah, ouais. exactement. C'est comme, like, the girl from the hood, man. You know what I mean? You got your shorty with you, that's it. Ah ouais. Yeah. C'était comme ça, comme partout. Mais il y a eu un moment aussi, pendant le conflit entre Dynamite puis Bélanger, il y avait aussi beaucoup de conflits entre les gars de Bélanger puis les anglophones. Ça, c'est Uptown Posse. Au centre-ville. Au centre-ville. Ouais, au Thunderdome. Au Thunderdome, ok. Exactement. Thunderdome aussi qui est à la même époque que le 13e ciel. Non. Thunderdome, c'est après. 13e ciel était sur Papineau. Mais c'est à la même époque. À peu près, non? Non. Non, ok. Après. Thunderdome est venu après. Ouais, à Thunderdome, on était plus comme... Il aurait fallu d'être plus vieux pour aller là. Comme moi, j'étais un petit cul. On me faisait rentrer toujours par la porte en arrière. Ah ouais, ok. Il a fallu que je grimpe les escaliers pour attendre que quelqu'un m'ouvre la porte par en arrière. Ok. C'est plus tough à rentrer. Ouais, j'étais... Bon, à mon âge, ce visage, j'imagine, partout où je voyageais, je ne pouvais pas rentrer dans les clubs. On me cartait toujours. Ouais. Et je rentrais là. Mais la chance que j'ai eue, bon, je me tenais avec les anglophones. Et c'est là qu'il y a eu l'incident où Wesley, on parle toujours de Wesley, qui a été abattu par les policiers. Leslie Presley. Au centre de Presley, oui. Puis avec un Zero, puis tout, c'était des gros gorges là. Mais c'est quoi qui s'était passé pour qu'il ait... Mais on va dire que ça a changé, ça avait changé le dynamique aussi. Les anglophones étaient très excités dès qu'ils voyaient les Haïtiens. Parce qu'ils pensaient que c'était possible de marcher sur les Haïtiens pour les piétiner. Puis, on va dire que les gars de Bélanger étaient plus subtils, calmes, composés et tout. Ils avaient un peu de succès parce que je me rappelle, à l'époque, la première personne qui sortait avec une Jaguar green qui paquait sur la rue comme « wow », tout le monde était là « oh ». À l'époque, on n'avait rien, puis tu vois, les gars commencent à venir en Jaguar, puis tout là. Les gars de Bélanger? Exactement. Puis tu dis, OK, bon. C'est les gens de rich party du temps, là. Ouais. L'argent, quand on dit pimping and easy, but it's not for these guys, man. You know? So, l'argent rentre. L'argent rentre. Et c'est ça, oui, parce que quand il y a eu ce conflit-là, c'était toujours très intense. Entre les Haïtiens puis les anglophones. Mais je ne peux pas dire les anglophones en général, mais c'était un petit groupe. Zero, Presley, avec ses amis. Qu'ils étaient contre les Haïtiens. Même. Ils étaient, effectivement, ils voulaient rien savoir des gars de Bélanger. Mais ils visaient surtout les gars de Bélanger. Ah ouais? Parce que c'est eux qui étaient, ils étaient flashés puis tout. Là. Exactement. C'était comme leur compétition. Puis ces gars-là s'assumaient. Ils ne voulaient rien savoir. Wow! Puis, excité, je pense que j'étais à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le conflit. Presley s'est fait abattu parce qu'il était énervé pour rien et tout. Il ne pouvait pas se contrôler. Puis la police l'a battu? Yeah, exactement. Parce qu'il voulait se battre. Puis ça avait changé la donne, un peu. Les monstres se sont calmés ou ça s'est plus excité, tu penses? Les monstres se sont calmés parce que on va dire que Presley a fait son absence a créé comme une tendance de sensibilisation
envers la cause noire parce que on a abattu par la police fait en sorte que, excité ou pas, il ne devait pas se faire abattre par la police, point, tu sais. Exactement, oui. Ah ouais. C'est ça. Ah ouais. Mais aussi... Puis il était quand même une figure quand même connue dans le street, puis tout ça. Fait que c'était pas n'importe qui est bon aussi non plus. Exact. Oui, parce que ces gars-là, ils étaient juste en arrière du Kentucky Fried Chicken sur Victoria et Barclay. Puis c'était des gars qui parlaient beaucoup. Ils faisaient du bruit. Puis ils s'assumaient aussi comme chef de quartier. Okay. Puis à l'époque, Uptown, si t'es pas tough, tu viens pas à Uptown. Uptown, c'est Uptown. Exactement. Uptown a toujours gardé le nom. C'était comme Montréal-Nord, puis Neuf, Uptown. Puis il y avait Barclay, qui est à NDG aussi. Little Burgundy et tout. Ouais, c'était comme... Puis quand les Haïtiens ont commencé à fréquenter ce milieu-là... Ah, ça fait des shows. Ouh! Là, Ouais. Là, on parle de quelle année, là? 89. 89, ok, la même époque, ok. Quand les Haïtiens ont commencé à fréquenter le quartier, je me rappelle, j'avais des amis qui allaient à l'école Van Wan. Ils se faisaient courir après à chaque jour. Man. Ah ouais, hein? Ouais, c'était comme... quand l'école... Je peux dire, ils ont vécu la même situation que nous, on avait vécu avec les skinheads. C'est enragé. Ouais. On recommence la même histoire. Juste parce qu'ils étaient haïtiens. L'autre à cause c'était noir, l'autre à cause c'était haïtien. Fait qu'il fallait répéter la même affaire. Parce qu'ils parlaient français. Ils parlaient français. Ouais. Les gars ne voulaient rien savoir. Puis je pense que c'est ce qui m'avait aidé aussi à l'époque. À Ville-Saint-Laurent, j'étais chanceux. J'étais chanceux. Il y a des choses qui se sont arrivées dans la vie. On peut dire c'est de la chance. Parce que la situation s'est arrivée où j'étais positionné avec la bonne personne. La première fois, j'ai dû confronter une situation avec les Jamaïcains. J'étais avec un jeune homme qui venait des vacances à Montréal. Il sortait de New York, Spring Valley. Puis on était ensemble, on était deux ensemble. Puis il y a eu un Jamaïcain là. La grosse gorge là, la plus grosse gorge du quartier. Il ne voyait pas quoi faire. Il venait nous tester. Puis quand il était venu, mon ami, moi, mon anglais, c'était comme bon, just call. Peut-être j'avais 10 mots. Puis lui, avec son accent américain, parce qu'il est né là-bas, puis lui, il parlait au gars. Puis après ça, il s'est mis en position de combat. Puis le gars, gros gorge, tu sais, surtout ces gars-là sont des punks. Et surtout, ils n'étaient pas beaucoup. Ils ne voulaient pas se battre. L'autre allait boxer. Puis c'est comme ça qu'on est devenus amis. Ah ouais? Ouais. Mais du fait que moi, on était ensemble, puis j'étais là, bien cool, man. Yo, je m'en fous, hein, même si tu es le fils de je ne sais pas qui, tu viens nous emmerder, hein, on va te cracher une dent. Puis moi, sur le backup, je suis là en train de regarder, je ne vais pas courir, je suis là en train de regarder l'autre en train de t'enlever une dent. Puis après, on est devenus amis. OK, ah ouais. Ouais, on est devenus amis et ils m'ont adopté. Les Jamaïcains. Les Jamaïcains m'ont adopté. Yeah, Jerry, the Jamaican boy. Ouais. Mais ils voulaient toujours qu'on soit là parce qu'il y a eu une certaine admiration. Ah ouais. La raison pour laquelle les autres Haïtiens qui étaient là, ils les couraient après tout. C'est comme si toi, tu étais là, ici qu'on va respecter, mais ouais, les autres, il n'y a pas de respect. Comme, ils les ennuyaient pour rien. Là. Est-ce que tu sais pourquoi ils détestaient les Haïtiens comme ça? À l'époque, il y avait un slogan que ce sont les Haïtiens qui ont amené le sida.
Ouais, aux États-Unis. La fameuse... Exactement. Puis ça avait pris partout. Ouais. Alors personne ne voulait rien savoir des Haïtiens. Aux États-Unis, c'est la même chose. À New York, Wyclef faire parler aussi. Mais c'est aussi à cause de notre histoire. Que la jalousie? Ouais, à cause de notre histoire. Les Haïtiens étaient plus dociles. Puis ces gars-là aussi, c'était des gars qui ne voulaient pas de conflit, ils vivaient bien. Eux, ils aimaient leurs petites femmes. Ils se tenaient au métro Côte-Vertu juste pour parler avec les filles. Et puis ils se faisaient ennuyer pour rien. Alors c'est comme ça que j'ai pu pénétrer le milieu des anglophones. Par la suite, ces mêmes gars que des fois, je leur demandais pitié pour eux de les laisser tranquilles parce que les Jamaïcains me disaient toujours si c'était tes amis. Moi, je disais oui, c'était mes amis. Laisse-les tranquilles. Le premier Haïtien qui a infiltré avec les Jamaïcains comme ça? Les gars voulaient me tuer. Comment? Ben oui. Ils voulaient me tuer. Comment ils voulaient te tuer? Parce que ils ont commencé à m'appeler Joe Fécon. Ok, attends, c'est les Haïtiens qui voulaient commencer à te tuer? Oui. Ok, parce qu'ils voyaient avec eux autres. Ils me voyaient avec les Jamaïcains, puis ils pensent que moi, je me prenais pour un Jamaïcain. Fait que là, c'est comme si tu te mets avec les Ops qui essaient de nous caler. Fait que, exactement. Okay, ouais. Puis là, mais comme eux, ils ne pouvaient rien faire. Puis, il y avait un gars en Public Enemy que moi, je l'ai reconnu. Public Enemy, c'est P9. Ouais. OK. Lui, il ne me reconnaissait pas. Le gars, il a couru après moi avec un couteau. Puis, c'était le seul jour où j'étais avec... j'ai dû courir très vite. Quand les gars m'ont vu, comme j'avais rien, je faisais pas de violence, je marchais. Puis c'est comme si ils ont raconté une histoire. Puis le gars m'a vu, il voulait me tuer à cause de ça. Parce que eux, ils ont été se plaindre qu'ils faisaient abuser par les Jamaïcains. Puis toi, tu fais partie des Ops. Exactement. C'était comme si moi, j'étais le coupable. Mais c'était chaud quand même, ta position, quand même. Il faut que tu avoues que c'est chaud. C'est comme si, t'es dans un conflit, t'es dans une guerre, puis toi, t'es comme, ben, moi, je suis bien, je suis avec eux. Non, je n'ai jamais toléré ça. OK, tu leur disais, OK. Je suis cool avec vous, mais yo, qu'est-ce que vous faites comme arrêté? Oui, c'est ça, parce que je disais toujours que c'était mes amis. Et pour le plaisir, même si j'étais avec les Jamaïcains, des fois, j'allais me tenir avec les Haïtiens aussi pour garder mon identité. Ouais. Et eux, même si je passais du temps avec eux, ils ne voyaient pas ça. Juste le fait que je ne me faisais pas ennuyer comme eux par les Jamaïcains. Ils étaient jaloux. Il y a eu de la jalousie. Puis là, l'amitié, comme c'est, je peux dire, ça ne fait pas très longtemps depuis qu'on est redevenu amis. J'ai tout oublié, je me suis dit, bon, ok, le passé est le passé. Mais il y avait une situation très intense. On ne parlait plus. On ne parlait plus. Les gars voulaient ma peau, tandis que je n'ai rien fait. T'étais targeted, genre. Exactement. Par des groupes haïtiens. Oui. La seule chose qu'il y a eu, parmi eux, il y en a quelques-uns qui ont passé la ligne, puis on a eu quelques combats. Ah ouais? Ouais, on a eu quelques combats. C'est encore avec le même gars de Public Enemy ou? Non. Ces gars-là, ils se prenaient à moi. Ils voulaient me Mais ils n'avaient pas un groupe spécifique? Non, il n'y avait pas de groupe. C'est différent. On était des amis. C'est comme s'il y avait une frustration. Une frustration, puis là, ils ont dit, OK, toi, t'es un traître. Ouais. OK. Eux, ils voulaient peut-être me donner une leçon. Ouais. Comme s'ils étaient rendus avec les Jamaïcains. Ouais, ils ont essayé de te jump. Ouais, c'est ça. Ils ont réussi ou pas? Mais non, pas du tout. Non. Faut demander, parce que vous savez qu'ils n'ont jamais de L dans le temps, ils n'ont jamais de L. Pas du tout. Parce que, non, je ne tolérais pas ça. Wow. Parce que j'étais comme, dès qu'on me parle, j'étais prête.
T'étais pas... Ouais, j'étais prêt à me battre là. Il n'y avait pas de if and but, il n'y avait pas de si, ça. Non, non, non. Parce qu'il aurait fallu que je m'assume toujours. Il n'y avait pas le choix. J'étais la seule personne qui pouvait me protéger. Dès que je voyais que ma vie, il y avait des menaces, j'attendais jamais. Dès que je vois la menace, moi, je viens te voir tout de suite. S'il y avait un problème, on va régler ça tout de suite, puis on reste là. Ouais. Puis on n'a pas besoin de faire une grosse histoire. Puis après, on va être amis encore. Ouais. C'est comme ça. Si ça va durer 1 heure de temps, on va faire ça comme des hommes, puis... C'est ça. J'avais pas peur des coups de poing. Wow! Puis là, comment ça a réussi à se calmer un peu, le fait que tu étais avec les Jamaïcains, les Haïtiens voulaient... Comment tu voulais naviguer? Parce que peut-être qu'il y avait aussi même d'autres Jamaïcains, peut-être qu'ils ne te connaissaient pas, qui voulaient te tester. Fait que là, c'est comme si tu peux t'attaquer de tout côté. Exactement. Fait qu'il y a des Jamaïcains aussi qui voulaient te prendre. Je me faisais attaquer par des Jamaïcains aussi. Et c'est le fait que je me suis toujours assumé. Assumé. Ouais. Mais il y a une autre chose aussi, comme je dis, je ne prends pas tout le crédit. Parce qu'il y avait les plus grands qui ont une certaine admiration parce qu'ils ont vu comme, lui, là, il a peur de rien. Comme tout le monde, c'était Jerry, les filles, Jerry. Il y avait une certaine admiration. À cause de ça, j'ai eu une certaine protection. Protection. Ouais. Parce que les OGs, ça veut dire? Ouais, exactement. Les OGs se protégeaient pour dire, OK, Jerry, ils sont aussi solides. Ouais. Partout où j'allais, on va dire, s'il y avait quelque chose, moi, je peux me défendre. Mais si, comme si j'étais en train de me faire jump et tout cela, là, ça aurait tourné d'une autre manière. Parce que eux, ils regardaient comme, they always watch my back. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Puis, mais ils savaient aussi comme si ils avaient une situation et qu'ils avaient besoin d'une personne pour les protéger. Ils savaient que moi, je n'allais pas hésiter. Et j'en ai sauvé beaucoup. Ah ouais? Ouais. Ça fait que, bon, lui, l'homme intrépide, puis tout, qui est calme, mais quand il doit agir pour toi, il agit. Et là, ça a permis que, bon, j'étais capable de vivre partout, sans peur. Et la situation entre les Jamaïcains et les Haïtiens était tellement intense. Ça durait pendant combien de temps, ce conflit? Oh, ça a duré pendant longtemps. Longtemps, hein? Ouais. Tu veux dire que ça a au moins une dizaine d'années. Tu peux dire que ça a vraiment die down vers quelle époque environ? Je n'étais plus ici. C'était en arrière de moi, ça... Mais on va dire à peu près, est-ce que ça a touché dans les années 2000, tu penses? Non, pas tout ça. Encore des Parce années 90. Que les gars ont grandi, puis ils n'étaient plus à l'école de Vanoine. Il y a eu une autre génération. Mais ceux qui allaient à Vanoine à l'époque, avec les Jamaïcains, ils ont eu un moment là très, très, très difficile. On va dire quoi, mi-90? Même d'Alembert aussi. Samuel d'Alembert? Samuel d'Alembert, ah ouais? Le basket, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Mais lui, il allait à Vanoine aussi. Ah, puis il s'est fait écœurer? Oui. Mais il n'est pas né 7 pieds 8. Comment tu fais ça ne veut rien dire. Parce que les encore pire raide. Les Jamaïcains étaient beaucoup plus. On va dire que il y avait toujours un emmerdement. Mais je n'étais pas témoin comme des agressions physiques. Mais ils peuvent être là, puis les Jamaïcains courent après. Quand même. Ouais, les faire peur. Il y avait un gars là, vraiment, ça c'était son passe-temps. Il s'appelait Animal. Animal, dès qu'il voit les Haïtiens, c'est comme un bon Egmont là. Ah ouais? Hein? Ouais. Un bon Egmont, comme un homme qui n'a jamais vu la ville. Son discours, sa voix là, comme c'est comme un monstre qui parlait. Puis lui c'était... Le mangeur d'Haïtien. Ouais, exactement. Ah ouais! Fait que c'est ça, fait que on peut dire que c'est comme ça die down des années 90, 95. Je pourrais dire, ouais, pendant ce temps-là. Parce que même après, oui, c'était comme die down, le côté hostile comme ça, mais c'est comme si tout le monde restait quand même dans leur quartier. Il y avait quand même les affaires préjudices, genre, tu sors avec un nation, mais
Comme, oui. Fait que même dans les années 2000, il n'y avait pas encore ce côté comme Kumbaya encore. Là. Comme Non, les Haïtiens, c'est le East, les Trini, les Jamaïcains. Je me les faisais dire le F Haitian beaucoup, là. Ah ouais, hein? Ouais. C'est ça, ouais. C'est vraiment comme, ah. Surtout... A party with Haitian, nah, I'm not going. Tu sais, c'était très sage, je voyais souvent. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que le fait que j'étais avec mon ami et que j'allais à New York à cause de mes parents et tout, eux, ils m'ont pris pour un Haïtien américain. Américain, ouais. Exactement. Alors, celui qui voyageait entre Montréal, puis New York, puis tout, ça m'a donné une certaine notoriété. Ouais. Mais en plus, les blocos aussi. Les blocos. Il a commencé à avoir beaucoup plus d'Haïtiens. Et les gars du quartier, Montréal-Nord et tout, P9, ils ont commencé à aller dans les blocos en masse. Puis je pense que c'est là qui a amené le changement parce que eux, ils étaient là comme c'était des fouteurs de troubles. Ils étaient prêts pour tout. Puis on a vu le changement d'attitude. Et aussi, je pense, je peux pas dire, j'ai oublié quelle année, il y a les gars de, je crois, soit Bélanger ou Dynamite. Je me rappelle pas vraiment. Il y a eu une descente des Haïtiens à Uptown. Ouais. Ah ouais? Les gars sont partis là-bas avec des bottes cap d'acier et tout. Ils ont marché les rues, puis ça a fait du bruit. Comme si ils ont dit, bon, là, on va terroriser le quartier. Arrête de niaiser! Exactement, ouais. Il y a eu ce moment-là, puis ça a changé la perception de tout le monde. Oui, parce que the nations are crazy! Exactement, parce que eux, ils sont allés là-bas d'après tout ce que j'avais entendu, parce que je ne les avais pas vus. Ils marchaient sur le trottoir. N'importe qui, là, la moindre chose, le rouleau compresseur était là. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est fou, ça. Exactement. Ah ouais. Mais tu sais pas si c'était Dynamite ou Bélanger. Je pense... Les deux avaient l'air assez solides pour avoir fait Je pense que c'est beaucoup plus Dynamite. Dynamite, hein? Ouais. Parce que d'après l'histoire... C'est des dynamites, comme on dit. Hein? C'était des dynamites, comme on dit. Ah ouais. Non, mais eux, ils étaient des gars quand même assez tough. Ouais, ça, je peux le dire. Il y avait des gars qui avaient peur de rien. Parce que dans chaque groupe... Il y a toujours un ou deux fous. Oui, exactement. Un ou deux fous, vraiment. T'es comme, yo, lui, c'est lui qu'il faut que tu fasses attention. Lui, là, il te suit, là. Mais lui, prends pas une bif avec lui. Mais ces gars-là, beaucoup plus, ils étaient des gars d'action. Ah ouais? Ouais. Des gars d'action. Comme ils voulaient s'assumer, ils voulaient vraiment avoir le contrôle du territoire. Et ils faisaient face à d'autres personnes qui se sont assumées aussi. C'était comme un vrai film de cowboy. Quand tout s'efface, nous restons là. Pour accueillir votre peine avec paix. Parce qu'un geste peut suffire. Ici, chaque détail compte, avec respect et discrétion. Mais quand tu as dit, après, il y a eu la transition vers Public Enemy, c'était pas venu plus poser, Public Enemy? Non, pas du tout. Public Enemy, non. Les plus jeunes qui ont vu, ils commençaient à avoir plus de personnes. Parce qu'avant, c'était juste un regroupement de quelques personnes. Puis... Ah, ça, c'est devenu littéralement... Exactement, oui. Puis là, il a commencé à avoir comme une certaine affirmation. Il y en a plus de jeunes qui ont grandi, qui ont vu ça, qui ont été influencés par ce mode de vie. Puis je pense que c'est ça qui a donné après... comme si on regarde les choses d'une manière scientifique, parce que je connais d'autres jeunes qui allaient à l'école avec moi, à Benjamin, puis par la suite, je les voyais au safari tout,
Puis c'est là que j'ai vu, ça c'était devenu CDP. Ouais. Fait que Dynamite, Public Enemy, CDP. après CDP. Exactement. Là, je comprends. Là, ouais. Il y a eu comme une transition. Transition de ça. OK. Une évolution là. Comme... Puis tu veux dire, c'est quel groupe que tu as vu qui sont affichés les premiers avec des couleurs? Ça, c'est après. Parce que, ça c'est après. Parce que quand j'avais fait l'entrevue avec les gars de Master B, ils ont dit les rouges, les premiers clics rouge, il a dit c'était Compagnie B. Puis les bleus, il a dit c'était CDP. Ouais. Bleu, oui, c'est CDP. CDP. Exactement. Mais Public Enemy, Dynamite, non. C'était pas bleu. Non, comme je disais, Dynamite, c'était un petit groupe. Un petit groupe, Public Enemy est venu plus large. Je pense que CDP, c'est comme... À l'époque, même dans le temps de Master B, aussi, c'était un petit clic, là. C'était pas vraiment quelque chose qui a pris c'est ça, OK, ouais. Parce que même les journaux, ils disaient comment ils ont été un membre de 200, 300. Je sais pas, ils étaient bons. C'était bon tant que ça, là. Family, c'était comme... Family, c'était en jeu, ça. Ouais. Family, c'est en jeu. Quelques amis. Okay. Maintenant, il y a plus de wannabe qui habitent le quartier, qui essaient de... Ouais, maintenant, là, c'est comme, il y a tellement de clics, puis tout, je suis comme, OK, là. Exactement. C'est peut-être des partisans de quelque chose. Mais, vraiment. Mais je veux dire, c'est l'imbécilité. L'imbécilité, pourquoi? Parce que moi, je regarde les choses. Ce que j'ai appris à 22 ans, j'étais à l'école. Je me suis inscrit à l'école, puis je continue à suivre un parcours d'éducation plus avancé, comme collège, universitaire et tout. Mais j'étais influencé par les gars que je voyais, parce que il fut un temps que je me suis dit, bon, je ne veux pas cette vie pour moi-même. Mais c'est quel autre exemple que tu as? Je ne veux pas cette souffrance. Je veux avoir quelque chose d'autre, comme la manière que je vis aujourd'hui. C'est ça que je veux. Je veux être à l'aise, je veux avoir une vie assez confortable. Et les jeunes qui pensent que la violence va amener vers quelque chose d'autre, ils ne sont même pas dans un rêve. Non. Ils sont totalement dans la brume. Je ne veux pas dire la lune. Parce que ces gars-là qu'on parle, que j'avais vu évoluer de cette manière, aujourd'hui, je les recherche. Personne. Détruit dans la drogue. Ah ouais, hein? Des clochards. Des fois, je les vois au centre-ville. Sûr. Comme en train de fumer. Beaucoup ont perdu leur vie, déportés. Beaucoup passent leur temps en prison. C'est comme... Tilt des en prison. Exactement. C'est comme... on va choisir quelque chose. Et pour moi, comme je parle avec mes amis aussi, c'est la raison... J'étais un peu aigri envers mon père. Et une chance que la vie m'a permis de dire, OK, j'ai demandé pardon à tout le monde. Malgré ceux qui étaient en tort, j'ai demandé pardon. Pour que tu sois libéré aussi de cette haine. Exactement, oui. Je comprends. J'ai changé de chemin. Parce que la raison pour laquelle j'ai réalisé pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui, il a fallu que je fasse un nettoyage émotionnel, que j'arrive à vivre ma propre vie. Et ça aussi, la leçon la plus importante que j'ai appris, il y avait un gars d'ici on avait un conflit là, assez intense. Puis un jour, il m'a vu, on parlait, il m'a dit, yo, t'es chanceux, man. T'es plus ce que t'étais avant, comme si... OK, t'as recroisé après des années plus tard. Le tough guy, là, t'es plus ça. Il dit, mais moi, je venais après toi. Hein. Ah ouais? Je voulais ta peau. Même après toutes ces années-là? Ouais, mais il m'a dit que quand je te vois, comme tu vas à l'école, tu vis ta vie d'une autre manière, mais je me suis dit, mais c'est inutile.
Mais lui, il avait gardé en tête pour dire, yo, pas le Non, lui, il voulait vraiment ma peau, là. C'est quoi tu l'avais fait, là? Hein? C'est quoi tu avais fait, là? Arrête. C'est quoi le désordre que tu avais fait, là? Non, il y a eu un conflit, comme... C'était quelque chose, très bref. Ouais. C'est toi qui étais en tort. Non, je suis jamais en tort. Je suis jamais en tort. On va pas craquer aujourd'hui. Parce que je suis jamais en tort. La raison pour laquelle je réfléchis toujours. Comme je suis pas du genre. Je suis pas du genre. Quelqu'un qui va te chercher après 10 ans, là. Non, parce que. T'avais cassé son bec dans le temps. J'ai subi quelque chose, j'ai réagi. OK. Tu vois? Puis t'as vraiment bien réagi pour qu'ils disent que. Exactement. Comme. J'ai réagi, puis ça l'avait beaucoup manqué. Ben ouais, c'est sûr, un œil au beurre noir. Avec une commotion cérébrale, ça, on se souvient. Puis, comme il m'a dit, bon, ouais, j'aurais eu ta peau et j'ai dit, OK, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça aurait été ça. Puis, il n'a pas fait le travail. Puis, mais aujourd'hui, on se voit, on est amis. Puis tout, mais il n'y a pas d'animosité, tout cela. Tu vas te rendu dans quelque chose d'autre dans ta vie aussi. Non, parce qu'aujourd'hui, pour te battre avec moi, ça va prendre beaucoup parce que tu vas te battre avec un auteur. À quel niveau d'imbécilité, d'ignorance de ta part pour ne pas savoir que on parle avec un homme de lettres. Ce n'est plus l'arrogance comme l'animosité, toutes les choses qui ont influencé du fait que je vivais une dépression. Puis, quand on est dépressé, on ne veut rien savoir. On est comme une bombe en marchant. Tu n'as rien à perdre. Exactement. Tu dis, écris 45 livres si tu veux me battre. Ouais, c'est ça. J'ai 40 livres, va écrire. Là, tu vas me battre. On va rentrer dans une conversation, par exemple, professionnelle. Et il y a une phase aussi qui est très importante. Comme quand on parle du recours collectif. C'est cette époque-là aussi qui m'avait poussé envers le recours collectif que j'ai fait dernièrement pour la communauté parce que à Émile Legault, je me suis fait attaquer par des Panyards puis des Grecs qui pensaient qu'ils étaient comme les plus durs de l'école. Il y en a un qui m'avait frappé, j'ai riposté, mais j'avais une bague. La bague est rentrée dans son front. Puis... T'es un mec ou même? Non, il m'avait frappé. Puis j'ai donné un coup de poing. Puis c'était tout. Puis le combat a été arrêté. Et le lendemain, j'étais à la bibliothèque de l'école. Et puis à ce moment-là, il y a eu d'autres gars qui sont venus à l'école et tout. Je ne sais pas s'ils avaient entendu parler de la situation. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'étais à la bibliothèque. J'étais tellement... J'étais celui qui envoyait des papiers mouillés quand le prof tournait là pour faire ses affaires au tableau. Puis j'étais un breaker là. Je faisais du breakdance. Tout le monde partait en riant. À cause de cela, j'ai eu des retenues. Puis pendant que j'étais à la bibliothèque, il y a un conflit entre les Grecs et les Haïtiens, les Espagnols. Le Grec avait un couteau. Il a essayé de poignarder l'Haïtien. Malchance pour lui, les gars ont tenu sa main, puis il s'est poignardé lui-même avec son couteau. J'arrive pour rentrer chez moi, la police m'a arrêté. Au métro Côte-Vertu, mais je dis pourquoi. Ils ont dit que c'est moi qui j'ai tué quelqu'un. J'étais là, de quoi? Le Grec qui a fait tout, ça l'a tué finalement? Non, pas du tout. La police voulait ça. La police voulait de moi. Okay, fait qu'ils ont Ils ont inventé quelque chose. Puis ils m'ont pris, ils m'ont amené à la station. J'étais assis. Pendant 2 heures de temps, il n'y a personne qui m'a parlé, rien du tout. Ils m'ont laissé assis. Mais c'est la raison pour laquelle que je donne beaucoup de valeur à l'éducation et j'encourage aussi aux gens de prendre soin de leurs enfants.
dans la famille d'accueil, c'était comme la famille de Grégoire et Jeune et tout, comme une famille très éduquée. On parle de l'élite politique haïtienne. Il y avait des avocats. Et quand... La famille d'accueil de Ville-Saint-Laurent. Exactement. Quand le monsieur est arrivé à la station, il a dit, mais pourquoi qu'il est là? C'est un enfant. Le policier, il ne pouvait pas, il n'avait rien à dire. Puis il a dit, mais est-ce qu'il a fait quelque chose? Personne n'a rien dit. Puis lui, il m'a regardé, il m'a dit, OK, viens, on s'en va. Puis j'étais là, je regardais le policier. Un homme noir qui rentre dans une station de police avec autant d'autorité. Autorité, puis comme ça, on s'en va, puis puis j'ai pris mon sac, je suis parti. Puis le lendemain, l'école m'avait dit que j'étais suspendu pendant un temps indéterminé. Puis tu n'avais rien fait? J'avais rien fait. C'est fou, j'étais à la bibliothèque, je faisais mes devoirs. Puis, quand je parle de ma dépression, c'était aussi ça. J'avais pas eu la chance d'aller à l'école. J'avais pas fini mon secondaire. Puis je restais là chaque jour, j'appelais, mais quand est-ce que je pourrais retourner? J'étais jeune. Les jeunes veulent décrocher, puis toi, tu vas aller à l'école. Mes amis étaient à l'école, je les regardais le matin. Puis moi, je pouvais rien faire, je suis resté dans la maison. Famille d'accueil haïtienne. On parle de l'élite haïtienne. Qui te regarde comme si tu étais j'étais rendu comme un déchet de la société. Personne ne voulait rien savoir de moi. Puis par la suite, du fait qu'ils ne pouvaient pas me pingler avec quelque chose, j'allais à Cartierville, je jouais au Nintendo Mario Bros. À chaque soir, les policiers m'arrêtaient, ils m'amenaient à la maison. Oh, c'était l'enfer. Le policier même qui voulait m'arrêter, il n'avait rien. Il m'a dit, autant qu'il soit en vie, qu'il reste dans le quartier, moi, je n'avais pas le droit de rester là. Ils allaient chez moi, ils fouillaient ma chambre. Pourquoi? À l'époque, il y avait des gens qui rentraient dans les métros, cassaient les vitres pour prendre des cigarettes. Ils pensaient que je faisais partie de ces gens-là. Malgré, ils ne pouvaient rien trouver. Ils m'harcelaient, je ne pouvais pas marcher dans la rue et tout. Puis, je me suis dit, waouh, OK, je ne pouvais plus aller à l'école. Ça a influencé beaucoup de ma vie. Puis, quand je suis devenu beaucoup plus grand, je me suis dit, bon, si j'avais vécu ça parmi les policiers, le profilage racial qu'on a vécu, ce que ça a fait, j'ai failli perdre ma vie et tout. La haine qui habitait à l'intérieur de moi, qui fait que, bon, j'étais quelqu'un sans direction, j'allais pas à l'école, je pleurais toujours, j'étais rendu suicidaire. Et j'ai vécu beaucoup de choses. Comme à un tel point, même si tu avais un arme à feu ou n'importe quoi, si tu voulais te battre avec moi, je ne vais pas dire non. Je voulais t'affronter parce que je voulais une seule chose. Je voulais mourir. Est-ce que cette haine-là t'a amené en prison aussi? Non. Ça t'a jamais amené en prison? Non. Okay. Mais j'ai eu beaucoup de dommages. Parce que comme je me battais tout à tentative de suicide 9 fois là. T'as essayé de te suicider 9 fois? 9 fois, 2 overdoses et tout, parce que je pouvais pas. Je voulais savoir pourquoi mon père m'avait abandonné. Je voulais savoir pourquoi la vie était si difficile. J'ai grandi dans un milieu avec beaucoup d'amour. Je confrontais la haine. Mes frères et sœurs ils ont pris la situation entre leurs mains, ce que j'avais vécu, malgré que je n'ai pas donné. Eux autres, jusqu'ici, là, on ne parle jamais, il n'y a même pas allô, rien du tout. Fait que la famille de la grand-mère de... Ouais. Tu ne l'es pas pu? Non. Puis ta famille de Ville-Saint-Laurent? Mais la vieille dame est décédée. Mais pour dire quand même... On n'a plus de contact. Ah non plus? Non, parce que... Malgré que... Elles ne sont plus là. Puis en grandissant, comme ça m'avait choqué. Puis je voulais mourir.
Puis c'est ça aussi qui m'a Mais poussé. t'as pas développé une haine envers la famille de Ville-Saint-Laurent. C'est plus avec avec ta famille. Même pas. J'ai pardonné tout le monde. Ce sont eux qui ont un problème contre moi. Till today. Oui, parce que d'être une personnalité publique, je fais beaucoup dans la société, de parler de ma vie personnelle, ce que j'avais vécu. Ça les rend honte, genre? On dit toujours que je suis négatif. Ou tu les fais honte, genre? Ou Je ne sais pas. Tu parles mal de nous? C'est ça qui peut-être qu'ils disent? Mais c'est leur faute. Parce que pourquoi? Ouais. On va dire, si les gens prenaient le temps de s'asseoir, de parler, peut-être je ne parlerais pas en public. Parce que peut-être tu aurais eu ton closure avec eux. Exactement. Est-ce que si moi j'arriverais puis je m'assois avec une de ces personnes-là puis je leur demande leur version, est-ce que ça va coordonner ou ils vont dire, ben, il était tannant, il faisait ci, il faisait ça. Est-ce qu'eux, ils diraient la même chose? Ou t'es comme... Non, il y a eu une certaine accusation non fondée. J'étais avec à l'époque, c'était tellement difficile, je passais le temps chez l'ami à ma mère. Mais pour ces gens-là, c'est comme si j'étais dans la délinquance. C'est comme, j'ai trouvé un coin de repère. C'était tout. Mais c'était inacceptable. À 15 ans, 6 mois après avoir atterri ici à Montréal, j'étais heureux dans mon pays. Puis de performer la première tentative de suicide. Un enfant qui veut se suicider, je ne veux rien dire d'autre. Parce que pour accepter de se prendre sa vie, de mettre fin à sa propre vie, ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup de courage. 9 fois. 9 fois. Est-ce que c'est 9 fois consécutives ou il y avait une temps... Non, il y avait l'affaire de la tentative de suicide collective. Après, ouais, il y avait eu d'autres temps. C'est comme en grandissant parce que ce qui me bouleversait beaucoup plus, c'est que mon père était rendu très violent à cause de tout ce qui avait été dit. Mon père était rendu très violent envers moi. Mon père, une personne avec qui j'avais une relation très amicale, qui enchériait ses enfants et tout. À chaque fois qu'il me voyait, c'était comme si un match de boxe. Ils étaient très hostiles. Puis là, je me suis dit, bon, pourquoi j'ai dû quitter la maison? Il fut d'un temps, je dormais dans la rue parce que je ne pouvais pas être proche de mon père. Et c'est maintenant que mon père commence à prendre conscience qu'il avait tort. Qu'il avait tort. Exactement. Mais vaut tard que jamais, non? Bon, malgré cela, on va dire depuis 1991, on n'a plus de relation. C'est plus que ça fait comme 30 ans. Ouais, on n'a pas de relation. Je connais pas Ovi. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Non. C'est quand il va chez ma tante. Où il y a des affaires familiales que vous croisez. Exactement. Là, si je suis au téléphone, je lui parle et tout. Mais on me dit qu'il demande pour moi, je demande pour lui, mais c'est compliqué. Cette relation-là a été brisée. Votre relation. Exactement. Et pourtant, je n'ai rien contre mon père parce que je pense que son attitude a permis à ce que je sois le meilleur père à mon fils. Let's go. Parce que mon fils, s'il y a quelque chose, la première personne qui va appeler, à qui parler, c'est moi. Et il comprend mes expériences aussi. Puis, il ne veut pas avoir de troubles dans sa vie. Il me demande toujours mon opinion sur beaucoup de choses. Même ses problèmes de santé ou pas, comme il me prend comme l'encyclopédie de tout. Et qui me rend bien, oui, par parce exemple. Parce que c'est quelque chose que tu n'avais pas eu en grandissant, puis tu es capable de l'offrir à ton enfant. Exactement. Et c'est ça que je dis aux hommes de notre communauté, de ne jamais abandonner leur sang. Parce que c'est très important. Même si, par exemple, la femme, elle ne voulait pas que je voie mon fils.
Elle a toujours tout fait là pour... Essayer de couper contact. De couper contact. Mais moi, j'ai tout fait pour rester dans sa vie. Malgré les circonstances. Ah ouais? Parce que, pourquoi elle ne voulait pas que tu puisses voir ton enfant? Mais des fois, les femmes, on a plus de relations. Il y a de Se la venger, jalousie. Se venger à travers. La femme va toujours t'enlever ce que tu aimes le plus au monde. Puis si c'est ton fils, tu vas le faire. Elle va briser cette relation-là. C'est tough. Ouais. Parle-moi de ça. Ça, c'est... Ça, c'est une cicatrice que tu as. Ouais. Est-ce que tu veux me parler, c'est quoi qui s'est passé? Je vivais avec une femme. Et puis, elle avait un copain. Le copain avait des soucis et tout. Puis moi, j'ai tout fait pour aider le bonhomme. La jalousie et tout, il s'est pris à moi. Un Haïtien ou un Jamaïcain? Un Haïtien. Un Haïtien. Il a envoyé ses amis me suicider. Me tuer. Jure? Oui. Là, c'est littéralement une tentative de meurtre, ça. Ouais, parce qu'il a dit à cause de moi, il ne pouvait pas avoir son enfant. Puis pour avoir son enfant, il aurait fallu que moi, je ne sois plus avec la fille. Fait que toi, tu fréquentais une fille. Ouais. On vivait ensemble. Vous vivez ensemble, c'était ta copine. Ouais. Puis elle avait un enfant. Exactement. Elle en avait un enfant avec lui. Oui. Mais lui, tu le connaissais pas. Non. Puis lui, il est comme, ben, tu sais, comme, lui, il a besoin de bouger parce que, tu sais, je veux avoir mon enfant, puis au pire aller, je veux avoir ma femme. Ouais, c'est ça qu'il voulait. Puis là, il a envoyé des gars pour te tuer. Ouais. Jure. Ouais. Puis comment t'as survécu ça? Parce qu'on voit vraiment que t'es éventré. Non, mais c'était... je me suis battu avec eux, c'était dur. Ça s'est fait dans la rue? Ça s'est fait... 12 heures de temps d'opération et tout, c'était quand même un peu difficile. Vraiment tranché juste là. Ouais. Est-ce que ça a touché des membres? Je pense que oui. 12 heures de temps d'opération, le médecin avait dit, bon, il aurait fallu nettoyer tout. Comme un peu de temps dans le coma, ouais. Ah ouais? Ouais. J'ai aucune idée de cela. Non, hein? Non. J'ai aucune idée du début de l'opération, de la fin. Mais tout. Après, quand il y a eu cette altercation, est-ce que tu as perdu connaissance? Que tu perdais souvent beaucoup de sang et tout ça, non? J'ai perdu connaissance quand les ambulances sont arrivées. Ouais. Quand les ambulances sont arrivées. Je peux dire, j'étais au point de vivre une hémorragie parce que je ne sais pas comment. Tu vois, dans la vie, des fois, il y a des choses qui se sont arrivées. Je peux dire parce que j'ai aucune idée. Même le voisin qui habitait à côté, quand j'ai cogné à sa porte, lui, il a ouvert la porte, il m'a crié dessus, il a fermé la porte, je suis tombé en avant. Sans savoir que tu étais... Puis c'est après, il m'a dit, mais il me parlait, il ne pouvait pas entendre ce que je disais. Il pensait que j'étais là, je voulais l'ennuyer parce que il ne pouvait pas m'entendre. Puis je suis tombé et tout. Puis là, souvent, c'est lui-même qui a appelé l'ambulance? Non, même pas. Parce que lui, il ne savait rien. C'est qui a appelé l'ambulance? Je ne sais même pas. Il y a quelqu'un, un ange qui appelé a l'ambulance. Je ne sais même pas. Parce que tu serais mort, tu serais juste par terre, puis ça, tu t'aurais vu. Mais au moment que j'ai frappé à la porte, pour moi, c'est comme si j'avais subi mon dernier souffle. Parce qu'après, tu as perdu connaissance. Ah ouais. Et j'avais senti aussi comme j'étais complètement affaibli. Ouais, le sang qui coule, puis tout. Ah ouais. Quand tu t'es relevé, c'est quoi tu t'es dit la première chose? Est-ce qu'elle était là encore? Parce que, tu sais, dans tout ça, je disais, est-ce que ça a valu toute la peine, tout ça, genre, à la fin, avec cette fille-là, ou t'es comme... Exactement. Est-ce que ça a valu la peine pour cette fille-là de mort? Non, pas du tout. Et après, on se sépare. Comment? T'as failli perdre ta vie, vous allez vous séparer? Le gars est revenu dans sa vie après. Hein. Quoi? Oui, le gars est revenu dans sa vie après. Il a tout fait. Le gars... Lui, il ne regrette pas ce sentiment. Le gars s'est imposé. Ben, il t'a imprégné.
Il était là. La fille est revenue avec monsieur. Est-ce qu'elle est revenue parce qu'elle avait peur de monsieur? Elle avait peur. Parce que le gars était venu, il s'est imposé assis, agressif. La fille ne pouvait rien faire. Je pense que dans le fond, elle a fait ça pour te protéger. Ouais. Ouais. Parce que... c'est fou quand même. Parce que... Elle appelle la police ou fait quelque chose. Je comprends. La fille a demandé pardon. D'avoir d'être retenue. Non, parce qu'elle était innocente. Elle était innocente. Anyway. Parce que... Elle veut refaire sa vie. Même avant ça, comme... Il y a une fois, je pense que ces gars-là, ils ont même essayé de me kidnapper. Avant Ouais, avant l'incident. Parce que ils se sont venus à la maison prétendant comme s'ils visitaient l'enfant. Puis, il aurait fallu que je sorte. Puis eux, ils voulaient me donner un livre. Puis c'est la fille qui m'a fait signe. Elle m'a dit, non, ne monte pas dans l'auto avec ces gars-là. Non, pas du tout. Ah ouais. Puis, les gars, ils étaient dans Zach. Ça, le gars était lourd quand même. Non, c'est un punk. C'est un punk. Tu n'as jamais recroisé après? J'ai vu son frère. J'ai vu son frère. Et son frère était comme un bébé. Quand j'ai vu son frère. Alors, non, du fait que, bon, c'était son frère, c'était pas lui. C'est pas lui. Fait alors, lui, il dit comme si c'est pas personnel. Il n'y avait pas eu de réaction. C'était comme... Lui, il me regardait avec une admiration aussi parce que je ne sais pas, peut-être il imaginait si c'était son frère, comment j'allais réagir et tout. Mais tu vois, c'est ça qui m'a permis de grandir. Parce qu'après tout cela, j'ai pardonné à tout. Tu as pardonné tout le monde? J'ai pardonné tout le monde. J'ai pardonné tout le monde. Comme je me suis dit, bon, j'ai pensé, j'ai dit, est-ce que ça vaut la peine? Parce que il aurait fallu que je fasse un choix. Soit je passe une personne qui a le courage de prendre sa propre vie, c'est une personne qui n'a peur de rien. Non. Parce que si je peux faire ça à moi, à toi, c'est la moindre chose. Tu vois, il aurait fallu que j'apprenne cela. Mais tu sais, avec le profil que tu as navigué autour, justement, tu as fait famille d'accueil, rejeté par ta famille, suicide, tu as côtoyé les gars de rue, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne, comme tu as dit, que tu as côtoyé toutes, que tu aurais pu rentrer dans une organisation, puis te perdre là-dedans. Puis les autres, comme tu as dit, il y a une dépendance qui se développe, mais toi, justement, tu n'avais pas cette relation avec ton père, qui veut donc dire que tu aurais pu tomber puis chercher une famille parce que la grand-mère ne te voulait pas. Je ne sais pas si tu parlais encore avec tes demi-frères ou demi-sœurs. On n'a pas de relation. La famille, ensuite la famille d'accueil, whatever, qui veut donc dire que la meilleure option, c'était que tu rentres dans une gang. Est-ce que toi, tu étais comme... C'était qui tes amis aussi? Tu n'étais pas juste tout seul aussi? Non, mais la situation est que j'ai beaucoup observé l'environnement. Puis, oui, les gars étaient cool, mais ils n'étaient pas assez cool pour m'influencer. Parce que je regardais les plus vieux qui faisaient leur folie. Je voyais comment ils utilisaient leur vie. Puis, ça ne m'a pas attiré. Comme, OK, je vois déjà la game. Exactement. Ça ne m'a pas attiré parce que je voyais déjà la fin. Puis moi, j'ai voulu quelque chose d'autre. Tu vois, comme si entre 15 ans puis jusqu'à 35 ans, j'ai vécu l'enfer. Parce qu'à 36 ans, les choses ont changé. Si j'ai vécu l'enfer durant toutes ces années-là, arrivé à 50, 60 ans, non. Puis il y a une décision que j'avais prise. Je me suis dit, si je dois vivre les mêmes choses dans ma vieillesse, non, je vais terminer tout cela. Alors,
comme ce n'est pas agréable, je me suis dit, mais il faut que je fasse plus d'efforts pour changer ma vie, surtout la condition de ma vie. Et aussi, quand j'étais très jeune, j'étais attiré par la philosophie. J'étais devenu comme un philosophe. J'allais à l'école, je discutais de la philosophie, je voyais même mes profs, je les assoyais puis les apprendre de l'histoire. Ça a permis de développer comme un niveau d'estime de soi qui est très agréable parce que là, je me suis donné une raison d'être. Une raison d'être. Ah, c'est le mot qu'on cherchait. Les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas de raison d'être, ils vont se retrouver partout, Exactement. ils sont perdus. Par exemple, notre pays, Haïti, les jeunes là-bas qui s'impliquent dans la violence, c'est parce qu'ils n'ont pas de raison d'être. Ils n'ont pas de raison d'être. Ils veulent survivre. Exactement, on parle d'instabilité et je vais beaucoup plus loin comme auteur, je regarde les choses d'une manière globale. C'est parce qu'ils n'ont pas de raison d'être. Là, quand on n'a pas de raison d'être, on n'a pas de raison de vivre. Non. On n'a pas de raison de changer, de faire autrement. On se laisse aller, puis on vit comme you just follow the flow. Si c'est la violence qui est là, mais on va suivre ça. Puis aussi, quand je regarde, est-ce que je veux passer le reste de ma vie en prison? Non. Non. Est-ce que je veux vivre chez des gens, me faire maltraiter comme j'ai eu quelques expériences? Pas du tout. Alors, la vie ne me donne pas le choix de faire autrement. Le seul choix que j'ai, c'était l'éducation, puis d'atteindre un niveau de connaissance qui me permet de vivre. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de vivre ma folie comme compositeur, producteur de musique. Je peux slammer, je peux faire beaucoup de choses qui me permettent d'avoir comme un niveau d'autonomie. Aussi, mais aussi, tu t'amuses. Exactement. Tu t'amuses, tu te permets de faire des choses. Mais tu sais, quand tu as dit justement le côté de raison d'être, après 9 tentatives, c'est quoi qui t'a donné la raison de vivre dans le sens que, OK, je veux plus mourir? La musique. La musique, hein? C'est la musique qui m'a sauvé la vie. Ouais. Ah ouais. La poésie, la poésie a enlevé, parce que j'écrivais la poésie comme thérapie. Oh, nice, c'est fucking Quand j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui n'était pas agréable, j'écrivais mes idées. Puis après avoir mis mes idées sur papier, tu le lisais après, tu es comme, wow, c'est ma vie que je... Mais le pouvoir de l'écriture est que, après avoir terminé le texte, c'est un problème qu'on a appris, qu'on a mis dans un cahier, puis on le dépose. Puis on s'en va, la vie continue. Tandis que quand on reste là, on pense et tout. C'était dur. En 2013, quand j'avais décidé de revenir à Montréal, et j'avais pensé à Montréal, puis mon passé, les moments difficiles, c'est là que j'ai décidé de faire les 2 dernières tentatives. Je me suis dit, au Québec, la situation raciale, je ne veux pas vivre ça. Comme ça, c'est le traumatisme qu'on ne parle pas du tout. Les gens qui te disent pourquoi qu'on parle du racisme, c'est tout. Ce sont des personnes qui n'ont pas vécu la malfaisance de leur pratique. Ils ne comprennent pas pourquoi que toi, tu te bats pour amener un changement. Mais moi, par exemple, du fait que je savais, j'étais exclu de la société, je suis parti, j'ai laissé l'Amérique du Nord, je me suis exilé en Asie pendant 10 ans. C'était pour changer mon environnement, changer... Tu étais en Asie pendant 10 ans? Oui, j'ai passé 10 ans en Corée du Sud. Fait que tu as passé 10 ans aux États-Unis? 10 ans en Corée du Sud. 10 ans en Corée du Sud? Ouais. Fait que tu avais 20 ans hors du Canada? Ouais. Comme pas
systématiquement, pas consécutivement. Ah ouais, tu en avais marre du Québec. Ouais, mais parce que, on va dire, c'est après mon voyage de l'Asie, puis il y a un certain niveau de fierté, j'ai dû abandonner. Parce que comme professeur, écrivain et tout, en revenant de l'Asie, j'ai essayé d'avoir un emploi, je ne pouvais pas. Non. Pourquoi? Alors, je me suis enterré dans le centre d'appel. Ah non, pourquoi afin de survivre. J'étais jamais accepté. Pourquoi tu penses? À cause de ma couleur. Il n'y a pas que ça. À cause, parce que je n'étais jamais qualifié. J'ai essayé, de l'Asie, j'ai essayé de voir, OK, bon. Mais tu avais réussi à finir ton secondaire? Je suis un politologue. J'ai mon bac j'ai fait un mineur en droit. Okay. C'est ça qui permet que aujourd'hui, je peux... parce que je pensais que tu étais comme, OK, tu étais juste un street smart, tu as fait tout ça. Je suis comme, OK, c'est un génie. Non, il y a le street smart aussi. Mais je me suis formé comme... j'ai fait mon bac en sciences politiques et littérature anglaise avec une formation en écriture professionnelle. Mais à l'intérieur de mes deux concentrations, c'est comme j'ai pris des cours qui me donnent l'équivalent à un mineur en histoire, puis en sciences politiques à un mineur en droit. J'ai une éducation qui est tellement variée. Nice. Variée. Par exemple, si je veux rentrer en psychologie maintenant, je ne rentre pas en première année parce qu'au cégep, je me suis concentré en économie, sociologie et psychologie. Comme la manière que j'ai pu bâtir ma carrière professionnelle comme auteur, c'est la raison pour laquelle que je suis capable de gérer plusieurs sujets en même temps parce que j'étais curieux. J'étais curieux. Je suis un amoureux de la philosophie politique. C'est quoi tu penses que le rôle des OGs devrait faire envers les jeunes de nos jours? Quand tu vois tout ce qui se passe avec les jeunes en ce moment, c'est quoi le rôle que OG devrait faire, tu penses? Sachant très bien qu'ils n'écoutent pas bien. Merci, mais aussi, OG à quel niveau? Parce que une personne peut passer beaucoup de temps dans la rue et cette personne-là est un follower. Qu'est-ce que cette personne-là a à donner? Rien du tout. Parce que pour avoir un bagage, il va falloir être dans une position de gérance. Grosse parole. Alors, il va falloir que la personne soit dans une position où la personne gérait quelque chose, avait une certaine économie qui permet aussi de développer un autre niveau de conscience. Conscience de soi, conscience de l'environnement et d'influence. Parce que quand on gère, on a la capacité d'influencer. Exactement. Il y en a beaucoup qui n'ont pas ça. Non. Et ceux qui ont un bagage, il y en a, par exemple, je connais un ami, un Jamaïcain, lui, c'est un fou. Aujourd'hui, son frère est médecin, mais lui est professeur en sociologie. Il contribue. J'ai vu d'autres personnes qui ont eu d'autres expériences, mais après, ils ont été faire une formation académique. Ils contribuent. Ils changent leur environnement. D'une autre façon. D'une autre façon. Pour dire que j'étais ça, mais là, je fais à ma façon. Oui, exactement. Ils apprennent aux autres à ne pas faire les mêmes erreurs. Mais quand on parle de OG, le mot est généralisé. Ce n'est pas tout le monde qui est un OG. Il y a beaucoup plus de followers que OGs. Moi, quand je les vois, non. T'étais pas tout ça dans le temps. Exactement. Parce que un OG, c'est une personne, pour moi, qui était toujours indépendant. Tu ne suivais pas, c'est toi qui influençais. Mais si ce n'était pas le cas, et là, qu'est-ce que cette personne-là peut faire? Par exemple, comme je dis, dans la communauté, il y a des choses que je ne pouvais
je ne peux pas faire. Mais à cause de mes vécus, j'ai changé la loi du pays, le recours collectif, qui a permis de... Regarde, si on regarde le journal ici, quand Mbappé fait Diolet, mais si on regarde ici, les notes, j'ai influencé un mouvement et j'ai pris les notes à la cour. Regarde, c'est le procès. Et ces notes-là, j'ai discuté avec les avocats et ça a permis d'amener la victoire. Même s'il y a d'autres qui disent qu'ils ont fait, moi je reste tranquille. Il y en a d'autres qui ont pris le mérite. Ils ont pris le sans mérite. dire leur nom. Exactement, parce que... Et je continue à à dire faire... le nom de ce groupe. Oh, mais tout le monde le sait. Ah ouais, c'est comme qui? j'étais pourchassé par... chassé même. J'ai vécu un coup d'État à la Ligue des Noirs. Ah ouais. J'avais accepté de les... Fait que la grande victoire que la Ligue des Noirs a emportée, qu'on dit, c'est toi qui as été le blueprint de ça? Mais c'est un mouvement que j'ai mené parce que je voulais retourner à mon école. Ouais, pour dire à l'école, vous m'aviez expulsé. Jusqu'ici, il n'y a pas d'explication pour ce que j'avais vécu. Alors moi, je veux une réponse. Je veux savoir. Même jusqu'ici, j'ai envie. Et ce que les policiers m'ont fait, le traumatisme, le profilage racial, et je vois beaucoup d'autres jeunes qui vivent la même situation. Alors, je suis allé en Asie et l'Asie m'a ouvert les yeux. Pourquoi? Parce qu'en Asie, quand je rencontrais les policiers, ce sont des gens qui m'ont invité à aller manger avec eux parce qu'ils voulaient apprendre l'anglais. Ils ne voyaient pas la couleur de ma peau, ils ne me jugeaient pas. Une richesse culturelle qui pouvait les emmener quelque chose. Exactement. Alors, quand je suis revenu à Montréal, je subissais encore le profilage racial. Puis c'est là que j'ai commencé à parler avec mon ami Jackie. Puis j'ai dit à Jackie, mais non, il faut faire quelque chose. Parce que c'est un combat qu'on avait commencé à mener. C'est moi qui avais influencé Jackie pour prendre le dossier de Freddy Villanueva. À l'époque, j'étais journaliste. Alors, quand on parle d'un OG, c'est ça que la personne devrait être capable de faire. Comment changer la vie des autres, même si on n'est pas là en train de cléonner, de faire du jolet, là, comme si moi, je fais ci, je fais ça. Exactement. Tout le monde s'en fout. Ouais, comment tu es capable de changer ton environnement? Exactement. Et moi, enfin, je les vois aussi comme des faibles. Si on a assez de haine à l'intérieur de nous-mêmes, si pour se débarrasser ou gérer cette haine et que je vais me tourner contre une autre victime de la même situation, et c'est à cette personne-là que je veux faire du mal, pour moi, ce n'est pas un OG, c'est un original punk. C'est une lâche. Lâche qui mérite aucun respect. Parce que si on est fort, on est obligé de protéger l'autre. C'est ça qui m'a changé. C'est la raison pour laquelle, depuis à 22 ans, je ne vois plus la raison pour laquelle que je dois même donner l'occasion à quiconque de m'insulter, de m'influencer, d'influencer mon comportement, de faire à ce que je dois me battre. Non, je n'ai pas besoin de ça. Parce que moi, je vois l'autre comme une victime. Tu es déjà une victime du système. Moi, je m'engage beaucoup plus à te former, à te permettre de prendre ta liberté d'esprit et même ta liberté économique, afin que tu puisses changer ton environnement. Mais si je dois me mettre avec toi
puis à travers de la sauvagerie de te montrer que je suis plus fort que toi, je suis un nul. Je ne respecte pas, quand on dit OG, pour moi, quelqu'un qui fait de la bêtise gratuite. Pour moi, c'est un punk. Et je le dis à haute voix. C'est un punk. Je les vois, je les regarde, je passe mon temps à rire. Puis, je n'ai rien à dire à ces gens-là. Parce que ce sont des personnes qui encouragent l'oppression dans notre communauté. Ce sont des personnes qui n'ont rien à offrir. Alors, je ne veux même pas aller vers ces gens-là pour dire, OK, qu'est-ce que tu peux offrir à ta communauté? C'est un nul. Jerry, grosse conversation. Grosse conversation qu'on vient d'avoir là, oui. C'est la réalité. C'est un nul. Il n'y a pas d'OGs, mais les OGs sont des leaders qui assument leurs responsabilités, qui savent réellement ce que nous, pendant 400 ans qu'on a vécu, oui, durant la jeunesse, on n'a pas eu la formation nécessaire pour devenir conscient, mais à travers le temps, si cette personne-là n'a jamais grandi, ce n'est pas un OG, c'est un follower. Puis, qu'est-ce qu'on peut demander à un follower? On ne peut pas suivre un follower. On doit suivre les leaders. Et c'est la raison pour laquelle que les gens ne me comprennent pas. Je suis toujours seul. Je suis venu au monde seul, je vais mourir seul. Je fais mon parcours tout seul. Je change la société seul. Et je regarde les autres qui prennent la gloire. Ça, c'est une belle fin, ça. Jerry, grosse entrevue. KK Uncensored. And we out.